L'épisode de cette semaine vous est présenté par Service Pelletier-Gosselin. C'est toujours votre partenaire, notre partenaire pour les associations professionnelles au BNL qui ont besoin de support administratif, comptabilité, organisation d'événements, contact avec les membres. Donc, si vous êtes dans cette situation-là, je vous invite à les contacter. Ils sont super faciles à trouver via Internet. Et on remercie également cette semaine Molson Coors, Molson qui nous a fourni les breuvages dans les tailgates. Cette semaine, je suis sur la Molson Excel, qui est la petite nouvelle, à moins de 0,5% d'alcool. Donc, si vous voulez vous désaltérer pendant tout le tailgate, mais pouvoir conduire en revenant, voilà, je vous la propose. Bonne émission tout le monde. C'est en ce lendemain de match retour contre le monde de Québec que nous nous réunissons encore pour faire le point. Éric Généreux, je suis avec, comme d'habitude, Tamil Kadi, François Mathieu. Bonjour tout le monde. Yep! Bonsoir. Yeah. Donc, on s'est remis de nos émotions en prolongation, en plus. Un match qui a été, pour ma part, très dur à regarder. Ça a été des hauts et des bas émotionnels qui ont dépassé mes capacités. Mais bon, je pense que vous êtes restés jusqu'à la fin, donc félicitations pour ça. Ouais, moi je suis resté. Et moi je suis descendu pour les entrevues juste 45 minutes trop tôt, finalement. Parce qu'il restait 2 minutes et demie. On venait de faire un toucher. Moi, je pensais que c'était fini. On était en avance de 9 points. Allez, va. Que tu penses que je suis resté dans les escaliers sur le bord pendant combien de temps? Effectivement, un match qui ne voulait plus finir. Un bout, c'était Laval qui ne voulait pas se laisser battre. Un bout, c'était Montréal qui voulait juste pas gagner parce qu'il voulait gagner plus gros. Puis finalement, ça s'est terminé avec une tentative de 2 points en prolongation qui était quand même un call assez judicieux de la part de Laval. On va revenir sur tout ça. Donc, comme à l'habitude, je vous propose un petit retour sur le sommaire du match, histoire de se rappeler un peu la séquence des événements. Vous l'avez à l'écran. 31-32, les Carabins l'emportent en prolongation. Donc, je porte ma cravate de victoire parce que oui, c'est une victoire contre les Rouges, mais cette courte victoire par 1 point ne nous donne pas l'avantage sur le Rouge et Or, à moins d'un miracle défensif, ou devrais-je dire un miracle offensif de la part des autres, des prochains adversaires du Rouge et Or, parce que présentement, ils ont un avantage. Parce que dans le fond, le premier bris d'égalité, c'est le différentiel de points entre les deux équipes au cours des matchs pendant la saison régulière. Et si jamais on se retrouve à égalité, ce qui est le cas, le deuxième bris d'égalité, c'est les points accordés. Donc, l'équipe qui en a le moins accordé. Et là-dessus, Laval a, grosso modo, un avantage d'une trentaine de points sur nous. Un petit peu plus. Ouais. Un petit peu plus même. Donc, avec un match de moins à jouer de notre part, mais ça reste un écart gigantesque vu la défensive de Laval. Donc, comme je disais, retour sur le sommaire. Faut attendre le début du deuxième quart pour avoir quelques points. C'est Jonathan Sénécal qui finit lui-même le travail sur une faufilade du quart. Il complète une séquence de 8 jeux, 47 verges, un bon positionnement là, sur le terrain qui avait été obtenu suite à un botté un petit peu court, plus des pénalités. Il y en a eu énormément des pénalités dans ce match-là. On va en reparler plus tard. On doit ensuite attendre la fin de la première demi pour que Arnaud Desjardins trouve Guillaume Cochon caché derrière la défensive. Il attrape une passe de 27 verges et trotte jusqu'à la zone des buts. Laval qui avait commencé sa séquence à l'ombre du poteau début, c'est une séquence de 10 jeux, 109 verges dans les 2 dernières minutes de la demi. Ça égalise le score. Les Carabins vont reprendre le botté d'envoi immédiatement après. Pénalité les ramène, eux, acculés à la ligne de leur but. Une course à l'affût ne va nulle part. C'est un toucher de sûreté. On va s'échanger le ballon 2 fois. Dans le fond, 2 fois avant la fin de la demi. Les Carabins tentent de conclure sur un botté de placement.
Botté qui est bloqué, récupéré par Saucier, qui ramène le ballon 27 verges et Laval va se sauver au vestiaire. Un botté de dégagement, c'était pas un botté de Un botté de dégagement, pardon. Botté de dégagement bloqué et soudainement, on se retrouve avec Laval en avant 16-7 à la demi. Boyer complétera une courte séquence avec un placement de 18 verges. C'est 16-10 Montréal alors qu'on entre dans le quatrième quart. Heureusement, ce quatrième quart débute efficacement pour les Carabins. C'est une séquence de 90 verges avec des gros jeux. L'Anglais reçoit une passe de 16 verges de Sénécal pour compléter. Montréal reprendra les devants 18-16 après la transformation. Enrique James Leclerc à 12,55 du quatrième a réussi un catch impossible après une séquence de 92 verges. C'est bon pour 22 verges et un majeur, c'est 25-16. Donc, c'est à ce moment-là, François, toi, tu t'es levé et tu es descendu sur le bord du terrain, si j'ai bien compris. Eh oui, ce qui est un peu normal. Et voilà, on pensait que c'était dans la poche avec à peu près 2 minutes à jouer. Les gens de Québec commençaient déjà, en bons gens de Québec, avaient déjà quitté. Exactement. Donc, on pensait que c'était terminé à ce moment-là. Mais c'était pas sans compter sur Arnaud Desjardins qui réussit en 7 jeux à traverser les 84 verges qui lui manquaient pour finalement rejoindre Olivier Cool sur 26 verges. Laval, après la transformation, s'approche à 1 point. On s'échange 2 fois le ballon. Laval qui se rend quand même à portée de tir alors que le chronomètre expire. Tente le botté de placement pour la victoire qui est raté. Donc, ils n'ont pas fait 2 fois le même coup. Par contre, cette fois-là, ce que les Carabins font, plutôt que de ressortir le ballon, parce qu'ils doivent gagner par plus d'un point, ils accordent le rouge, le point simple, ce qui nous amène 25-25 à la fin du temps régulier. Laval gagne le tirage au sort en prolongation. Pour ceux qui le savent, au football canadien, chaque équipe aura sa chance en attaque, donc du 35. Les Carabins commencent à l'offensive, belle séquence de 35 verges qui est complétée par Carl Chabot dans le coin à l'entrée de la zone des buts. C'est une passe de 6 verges. Les Carabins prennent l'option par 7. Le Rouge et Or repart en attaque, aidé avec une pénalité de rudesse de 15 verges. Bon, on en discutera, là. Peut-être un plaqué tardif, peut-être que oui, peut-être que non. Toujours est-il que Arnaud Desjardins, au final, trouve Gaillardès sur 9 verges. Il se ramène maintenant 32-31. À ce moment-là, dans le match, Laval a le choix. Ils peuvent aller chercher la transformation d'un point et amener ça en deuxième ronde de prolongation ou tenter la victoire pour 2 points. Parce que perdre par 1, ça les arrange. Ils font la tentative. Ça échoue. Score final, Montréal 32, Laval 31. On va commencer le tour de table. Je ne sais plus où j'étais rendu. Je vais dire François pour commencer. Encore un match extraordinaire des deux équipes. Extraordinaire. C'est peut-être un des meilleurs matchs qu'on a vu entre ces deux équipes-là. Assurément, le plus offensif qu'on aura vu pour les deux équipes. Puis tu sais, là, nonobstant, il y a déjà eu quelques varlopes. On parle du 28-0, on parle d'un autre game qu'il y avait eu à Laval, où les Carabins avaient gagné aussi par un gros score. On parle de la première partie en 2014 de Hugo Richard qui avait sacré une sincère dégelée à Montréal. Puis, tu sais, il a bien plus de points, là. Mais les deux ensemble, là, c'est quand même 63 points. Là. C'est, à l'exception de la première saison. Tu sais, on a l'habitude de voir des défensives. Là. C'était des matchs défensifs, mais des matchs offensifs. Puis c'est exactement ça qui m'a frappé. Il n'y a presque pas eu de revirement non plus. Pas d'interception, pas de fumble. À part le botté bloqué. Mais c'est ça, là, on explique ça. Il n'y a absolument aucun revirement. Là. Il n'y a pas d'erreur à l'offensive. C'est que les Carabins qui se sont tirés dans le pied avec des pénalités. Mais ça a été extraordinaire. On a chialé beaucoup depuis le début de l'année, justement, sur l'attaque des Carabins, sur le play calling, sur le staff, les running backs, les receveurs. Bien là, ils nous ont tout fait ravaler. Toute la gang. Les receveurs ont été très bons. Joe a été excellent. La O-line a tenu.
la préparation des coachs pour réussir à éloigner Joe puis à créer de l'ouverture sur la défensive de Fortier que Joe a de la misère. On l'a vu, il s'est mis à courir tout au long du match, tout au long de la première demi. Puis, quand en deuxième demi, ils ont mis des ajustements pour l'empêcher de courir. Joe s'est mis à les découper, puis à rouler partout, puis à lancer des balles. Combien? En tout cas. Donc. 31 en 39 pour 375 et 3 touchés. Contre une défensive qui est extraordinaire. C'est colossal, les chiffres de Jonathan. Ajoute 46 verges au sol et un touché. Exactement. Donc, les receveurs ont été bons. L'anglais a été extraordinaire. Leclerc a été extraordinaire. Si ça n'avait pas été des pénalités, plusieurs qu'on pourrait dire so-so, mais beaucoup de pénalités de marque, de tape sa gueule, j'aime bien mon pote Levac, là, mais d'aller s'écraser pour faire la crêpe devant le ref là, pour un jeu qui ne servait à rien, je suis désolé. Puis, je sais que tu trouves la dernière pénalité, Eric, très, très, très sévère. C'est pas qu'il n'y avait pas de matière, c'est sûr que c'était quelque chose. Mais oui, mais sur quoi on doit choisir? Le ref qui est peut-être un peu trop sévère ou Gauthier qui fait un geste de cave? Pas vraiment fait attention. C'est ça, c'est comme... Moi, j'ai trouvé que c'est pas mal plus Gauthier qui l'a échappé. Dernier point avant que je te laisse. Dans ma tête, le point du match, là, le revirement complet, là, qui aura probablement, bon, même si c'est tôt dans le game, qui aurait probablement changé toute la dynamique, excluant cette petite pénalité de marde-là du 9, là, qui est encore plaqué comme un joueur de hockey. Tu l'as parlé tantôt quand ils ont fait leur premier toucher ou leur deuxième toucher. Leur premier toucher, quand Laval a fait leur premier toucher. Les pieds dans la zone début. Ils ont les pieds dans la zone début. On réussit à les staffer. Ils ont réussi à les staffer 2 fois. OK? Puis la dernier truc, là, il y a une pénalité. Encore une pénalité. Un peu niaiseuse. Puis là, il repart. Mais Chris, il a réussi à sortir de là, une passe à cochon. On dirait que nos D-line là, le respectaient un peu trop. Il s'est promené une couple de secondes en arrière dans la zone début. On dirait qu'on avait peur d'aller le plaquer pour ne pas pogner de pénalité. Je les ai trouvés soft. J'ai trouvé notre D-line soft. Mais ça, là, si on l'avait crissé à terre, puis qu'on avait eu le safety, là, parce qu'en théorie, ça aurait dû être ça, là, ben, on aurait reparti avec le ballon. Puis on ne se serait pas fait, en plus, ça a créé un revirement d'en face. Donc, moi, je pense que ça, c'est le bout du match. Ouais. Avant de te donner le volant, Tam, juste dire à Arnaud Desjardins, c'est 31 en 37, 333 verges, 3 touchés. Extraordinaire aussi. Des gros chiffres. Et moi, la grosse différence que j'ai vue d'Arnaud, 3 sacs, oui. Donc ça, c'est quand même... la défensive a fait une bonne job. Mais les fois qu'on ne le mettait pas à terre, il n'y avait pas de panique. T'sais, tu l'as dit, il a été courir dans la zone début, il est allé chercher son receveur. C'est quelque chose que je n'étais pas habitué de voir d'Arnaud Desjardins. De sentir la pression, mais de continuer quand même. Puis ça a été énorme parce que quand Laval a eu besoin de 2 grosses drives, il a été capable de les faire. Tam, je te donne le volant, tes impressions. Exactement. Ben, c'est les punitions. Toute cette séquence-là, moi, c'est quand on n'a pas fini sur la séquence où on était dans la red zone. Puis on a dû se contenter du placement. Si on avait fait un toucher à ce moment-là, je pense qu'on aurait été en business et on n'aurait pas eu le déroulement qu'on a eu de la suite du match, parce que là, ils sont restés dans le match. Mais ça, puis le safety, là, à cause des punitions, les deux punitions de Rudess qui nous ont fait reculer. Oui, mais ce safety-là a eu lieu juste après la séquence que je te disais. Si on avait, en théorie, réussi, nous, le safety, on aurait reparti avec le ballon. Je le sais bien, là, mais ici, on va à Paris, on est d'accord. D'y aller par la course, dans ce type de course-là, dans une situation où tu es dans ta zone début, je pense pas que c'était le bon choix de jeu. Mais là, on a eu un bon play calling pour le reste, fait que je chialerai pas trop là-dessus. Là. C'était comme... on a eu 2 minutes. On a comme eu 2 fins. Tu sais, quand on est allé à Québec, le début de la partie, il y a comme eu un 5 minutes qu'on dirait qu'on n'était pas là. Mais on n'a pas joué un 60 minutes de l'année, tu sais. Puis là, on dirait tout le temps une séquence de 5 minutes dans un match qui... Ouais, puis on dirait que les 2 dernières minutes de chaque demi, là,
ça s'expliquait pas. Il se passait plus la même affaire que dans le reste de la game. Ça a été vrai à la fin de la première, ça a été vrai à la fin de la deuxième. Mais offensivement, je trouve que ce qui a fait la différence, c'est l'anglais. On l'a pas vu de l'année, sauf les 2 games contre Québec. Puis dans les deux games, c'était un des seuls qui était dans le trafic, qui attrapait des ballons dans le trafic. Fait que ça fait du bien. D'utiliser Dembélé. Utiliser Dembélé en dépanneur à plusieurs reprises aussi, ça a amené des bonnes séquences parce qu'on voit que Dembélé, ses verges, les a surtout par la passe et non pas par la course. Ah oui, vraiment, il était utilisé comme. C'est ça, c'est un receveur, mais il est hors l'aile. Oui, c'est ça. Il saisit en arrière de la ligne. Contre Laval, tu n'as pas le choix de faire ça. Contre Laval, tu n'as pas le choix de faire ça. Ce que j'allais dire, c'est que c'est un jeu au sol déguisé. Là. On est d'accord. Oui, je le sais. Là, mais non, mais tu n'as pas le choix. Il fallait le déplacer. Contre Laval, tu n'as pas le choix. Tu ne peux pas passer au centre. Non. Mais c'est ça. Dembélé était extraordinaire. Mais tu vois, le seul qui a passé au centre, c'est Jonathan. Parce qu'il y a eu des bonnes courses à partir du milieu. C'était par design. Oui, parce que le jeu s'ouvrait après 10 secondes, ça l'ouvre. Ouais, c'est ça. Ah, mais il y en a qui étaient par design aussi. Oui, parce qu'il savait que là, c'était une genre de défensive man-to-man. Puis. Homme-à-homme. C'est ce que tu cherchais. Ouais. Ouais, ça sonnait drôle dans ma tête. Ça sonnait drôle, mais c'est ça. Ouais, mais tu sais, puis normalement, il y avait Cloutier devant lui. Puis là, pour une raison que j'ignore, dans toute la première demi, Cloutier était trop occupé à quelqu'un d'autre. On dirait qu'il courait après Dembélé, je ne l'ai pas vu, mais ça créait des trous. Puis ben, Jonathan avait des trous. Puis si ça n'avait pas été de 2-3, tu sais, à un moment donné, Jonathan a couru pour un 40 verges à un moment donné. Puis ben non, on a une pénalité. Ça, je pense que c'est le VAC, justement. Une de ces 2 pénalités. OK, peut-être une des 2, parce que celle il y en a eu 3. C'est les punitions de rudesse qui ont fait mal, parce que tu perds des essais. T'sais. En plus de perdre ton 15 verges, tu perds l'essai. Mais tu as raison, c'est vrai que c'est là. Si ça avait été des holdings, j'aurais vécu avec. C'est comme, OK, fine. C'est pas... Mais une grosse game. J'ai adoré, moi, l'audace des 2 coachs, des 2 équipes. Des 2 équipes, là. Moi, bien d'accord avec l'idée du rouge et or, on kick à la fin et on essaie de gagner. De toute façon, qui gagne, qui perd, ça en sacrait un peu. Mais l'idée d'y aller pour le 1 point, moi, je ne l'avais pas vu venir, je ne comprenais pas. Je l'avais calé, moi. Ah, mais. Alors, c'était calculable. Non, mais oui, je le sais, mais j'étais trop en tabarnak de la dernière drive de Laval qui a été parfaite, Cochon qui avait été parfait. Ça me faisait penser à 2016 quand notre débit n'a pas rabattu l'hostie de ballon. Tu as un job à faire, tu es un débit. Tu as juste une job. Rabat l'hostie de ballon. Ben, c'est ça. Puis là, notre autre débit, ce qu'il a fait, c'est qu'au lieu de rabattre le ballon, il a pris une pénalité. Mais tout ça pour dire, j'ai aimé le. Puis tu sais, Laval à la fin qui dit j'y vais pour 2. Au pire, on gagne. Au pire, on perd. Puis tu peux pas reprendre le ballon. C'est extraordinaire. Non, mais c'est ça. Il y allait qu'il savait qu'au pire, il perdait par 1 point, puis il y avait l'avantage du terrain, puis tu t'essayes pour la victoire. Oui, c'est ça. Puis je me suis dit, pourquoi tu n'essayes pas de gagner? Mais tu n'as pas besoin. Le fait que tu aies fait 6 points faisait que déjà, tu avais les carabins. Il allait pour la victoire avec le 2 points. Là. C'est ça. C'est que ça m'a fait chier. Non, puis d'avoir, tu sais, l'autre option de ne pas botter pour la victoire, c'était de mettre le genou au sol. Ça aurait mal paru. Ça aurait très mal paru. Là, tu peux toujours te dire, on a essayé de la gagner, là. Ouais. On avait la chance de la gagner. Ça n'a pas marché. J'ai pas pensé à celle-là. Hey, ça aurait été fendant. Ça aurait été quelque chose. T'imagines-tu, t'es à portée de tir, il reste plus de temps au cadran, tu mets le genou à terre. Tu perds volontairement par 1 point. T'imagines-tu les conversations qu'on aurait eues si ça avait été ça le call? Hey, je pense que Marco aurait été en tabac. Tout le monde aurait été bleu. Là, tu as réussi Note qui essaye de l'expliquer, puis oui, il y a une bonne explication qui va derrière ça, mais ça aurait mal paru. Alors non, quand tu joues un match de football, tu le joues pour la gagner. Là, alors que là, tu peux dire, on jouait pour gagner. C'est ça. Mais ils ont joué pour gagner. Mais tu vois, là, on est souvent très critique. On a été critique de Desjardins depuis. Mais il a joué une incroyable partie. Les 2 attaques. Moi, c'est la meilleure game que j'ai vue de lui. Hein. Ah oui. No joke. Au Sepsa, moi. Je le regarde pas tous les semaines. Là. Non, c'est ça, c'est qu'on le regarde pas ailleurs, mais je l'ai jamais vu comme ça. Puis il a été fendant à un moment donné. Moi, je les aime quand ils sont fendants. Il a le droit, si on l'haït, fait qu'il a le droit de nous le remettre d'en face. C'est
de très bonnes games. J'ai pas de problème avec ça, moi. Mais j'ai pas trouvé, à part les pénalités, je trouvais que Montréal était niaiseux de prendre des pénalités de rudesse de même. Mais j'ai pas On vu s'entend, c'est ce qui a mené aux 2 premières séquences de points du Rouge et Or. On les avait arrêtés, c'est une mauvaise punition qui leur redonnait le premier essai, puis les continuaient d'avancer, puis qui ont mis des points au tableau. Oui, madame, c'est arrivé trop souvent dans la partie, exactement ça. Mais autrement que ça, j'ai pas trouvé que c'était une game de coucher. Ça, puis le temps mort en fin de match, là. Le Rouge et Or est à la zone début pour marquer le toucher qui les ramenait dans le match. Le ballon, la passe est manquée. Il cale le temps mort après que le jeu soit fini. Ça, j'ai trouvé ça ordinaire. C'est Eric, tu parlais des pénalités et des affaires des arbitres. Il y en a sur 3, là, non, 2 que moi je trouve. Ben oui. Le grounding est un Le grounding. grounding, ça se peut pas. Le grounding. Ça se peut pas. Mais tu vois, en réécoutant, même Sinot n'a pas soulevé le grounding. Je comprends pas. Si parce qu'elle n'a pas passé la ligne de mêlée, la balle. Je sais. Ligne de mêlée, il n'y a pas de receveur, il est dans la poche, il la lance à ses pieds. S'il y a quelqu'un dans les commentaires qui est capable de m'expliquer celle-là. Puis normalement, Sinot, là, il a l'œil pour ça, puis il est le premier à dire ouais, non, celle-là, ça aurait dû. Ouais. Puis il me semble. Je l'ai reviré de tout bord, de tout côté, je l'ai regardé au ralenti. Non, ben, ça, ça, je ne l'explique pas. Ouais, celle-là, j'ai de la difficulté à la comprendre. Et l'hostie de time-out, je suis désolé. Personne n'a vu le time-out. Personne ne l'a collé. C'était louche. Bon, on va donner le bénéfice du doute. Good. Mais quelle partie? Quelle partie? C'est une super partie. Hey. Je suis un peu en tabarnak, par exemple, parce que à 2 minutes de la game, on est à 9 points d'avance. Ça, c'est un peu plate. Des 2 dernières minutes, la défensive n'a pas réussi à faire un stop. Dernier petit bout là, avant qu'on clôt la game, là, il y a un partisan de longue date qui est venu me voir sur le terrain, puis il me disait, je sais pas ce qu'elle a la défensive de cette année, elle est trop gentille. À aucun moment d'une grande défensive de 2014-15 avec les Byron Archambault ou des grosses défensives des années de Brian puis de cette gang-là d'avant la pandémie ou de ceux de l'année passée et de l'autre d'avant, on n'aurait pas laissé... comment ça? On aurait fermé la porte. Je ne serais pas descendu en bas pour rien. Ça aurait été un shutdown. Puis il y avait tellement de bruit dans le Sepsum. Mais tellement de bruit. C'est pas normal que le Rouge et Or ait réussi à ne pas pogner de pénalité puis à ne pas se faire défoncer. On dirait que notre O-line, notre D-line, excuse-moi, était soft un peu. Puis ça, même avant que Fontenard tombe, là, à vrai dire, c'est pas qu'il était soft. Il manquait l'instinct du tueur. C'est exact. ça. Ils ne sentent pas le sang. Ils ne sentent pas le sang. On a une défensive végétarienne. Il y a des grands athlètes qui sont végétariens aussi. Ben oui. Tu peux avoir tes protéines, sont juste plus dures à trouver. Ben oui. Voilà. Hey, on a eu un match en prolongation. Il y en a eu un autre au Québec la veille, dans le fond. Sherbrooke qui visitait McGill. Les Verts qui ont réussi leur première victoire de l'année, qui va être probablement leur seule, contre les Redmen. Tam, parle-nous donc de ça un peu. C'était un match assez moribond jusqu'au milieu du 4e quart. C'était 3-3. Jeremy Fife... Ça a fini 30-24. Oui. Jeremy Fife s'est blessé, était obligé de sortir du match et le QB remplaçant Goulet-Ménard, je ne comprends pas pourquoi ils ne l'ont pas embarqué plus tôt dans la saison. Le OC de Sherbrooke qui était son ancien coach au niveau, donc il connaît le livre de jeu. Je pense qu'il le maîtrisait bien. Tu voyais, il était ses passes, tac, 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 ça avançait. McGill avait pris l'avance aussi, là. C'est un retour sur un botté de dégagement pour un toucher qui a ramené
il s'est marqué Sherbrooke dans ce match-là. Il s'est marqué Mais, 4 touchés en 7 minutes au C'est quatrième quart. exactement ce que je suis en train de regarder. C'est exactement. McGill, c'est une course de 30 verges. Sherbrooke J'avais une verge. Ouais. Ensuite, McGill revient avec un 34 verges. Puis sur le botté suivant, Desrosiers ramène 115 verges. Oui, c'est ça qui a fait, c'est ça qui les a ramenés dans le match. Mais après ça, Sherbrooke bougeait, ce qu'ils n'ont pas fait du reste du match. Mais McGill s'est un peu tiré dans le pied à quelques occasions. C'est dommage. Fait que là, Sherbrooke garde l'espoir de peut-être faire les séries. Mais pour ça, il faut qu'ils battent. Là, juste pour ceux qui suivent, là, c'est ça, il y a eu 2 rondes de prolongation. Ouais. Donc, après la première ronde de prolongation, chaque équipe avait compté un touché. Donc là, on augmente le pointage. Et finalement, il faut se rendre au 2e tour de prolongation où Goulet rejoint Sénécal, celui de Sherbrooke. 23 verges. McGill a pas réussi. C'est pas Sénécal. Sénéchal, ouais. C'est un chal, lui? Il prononce-tu de même ou il fait juste l'écrire de même? Il prononce de même. Il me semble qu'il y a OK. Ben, McGill n'a pas réussi à marquer ce qui a terminé la partie. La défensive de Sherbrooke a tenu. Donc, ça nous donne un score vraiment absurde pour ce qui s'est passé, honnêtement. Ben, j'avais cette partie-là. J'écoutais toutes les parties de l'Ontario puis celle-là en parallèle. Puis là, c'est elle que j'avais le son. Puis là, je suis comme, OK, c'est 3-3. Ça se passera rien. Puis là, ça commence à lever. Puis là, on switchait ce game-là sur le grand écran. Ce qui fait que McGill se met en danger. Complètement. Ils viennent de perdre. On les voyait 3e après leur performance. Puis là, c'est l'affrontement entre eux et Concordia qui va déterminer la semaine prochaine va déterminer qui finit 3e. Parce que ça prendra un miracle pour que Sherbrooke fasse les séries. Il faudrait un qui batte Laval. Ce qui n'y arrivera pas. Non, exact. Moi, j'ai espoir qu'il gagne. Et il faudrait que ce soit McGill qui perde contre Concordia la semaine prochaine. Parce que Concordia a l'avantage sur Sherbrooke puisqu'ils ont gagné les 2 matchs. Fait pour que ça finisse à 2-2. En tout cas, c'est ça. On va pouvoir en reparler. Ouais. Les autres matchs, on avait dans l'Atlantique, Bishops qui est en congé. Puis on avait 3 congés en Ontario, donc ça fait un horaire un petit peu plus léger. Ouais, puis t'as l'Ouest qui était en bail aussi. Exact. Donc, bien important, la sont Thanksgiving. pas mal replacés. 46-0 contre Acadia. Laurier, ça n'a pas été facile contre Windsor. Ça a été un très, très bon match entre les 2 équipes. Laurier ont failli même scorer en fin de match, mais ça n'a pas fonctionné. York était dans le coup contre Guelph. Guelph s'est tiré dans le pied. Là, 400 verges de pénalité. 400 verges de pénalité. 400 verges de pénalité. Ouais. Non, c'est même plus que ça. Excuse-moi, c'est 450 quelques, il me semble. C'est presque 500 verges. Mais les générales. C'est 3 terrains. Non, du liétage. Là, puis c'est en tout cas. OK, mais la bataille a pogné. Il y a eu du 15 verges à appel. Non, c'était genre. C'est juste d'un bord, les punitions. C'est juste du bord de Guelph. Oui, c'est comme s'il y a des pénalités à toutes les tabarnaks de jeu. Comme Montréal dans les grosses années. Le corps arrière a comme 600. Ben, il n'y a pas tant que ça, là, mais il a traversé 4 fois le terrain parce que Chris, ils ont 400 verges de pénalité. Il a fini avec 475 verges par la passe, je pense. Quelque chose dans ce genre-là en plus. Fait que, ouais, ça aurait pu. Il avance de 15, recule de 15. Il avance de 15, recule de 15. Ça va être. Cette semaine, c'est la dernière semaine en Ontario. Là, Guelph a fini sa saison. Ils sont à 6-2. Présentement, ils sont 2e. Mais selon les résultats, je pense pas qu'ils vont rester 2e. Là. Ils vont probablement descendre 4e. Ouais, parce que Western a un match en main. Là. Ouais, Western Windsor devrait passer devant Guelph. C'est ça. Là, Laurier, c'est confirmé qu'ils terminent premier et qu'ils ont le bail. Parce que les autres, c'est comme 3 quarts de finale, puis la première position ont le bail. On bail directement dans la ronde suivante. Les 2 autres, les 3 autres divisions, il reste 2 semaines.
C'est encore un peu le temps de bouger. Là. On en Mais non, reparlera. dans l'Ouest, c'est Surtout dans l'Ouest où tout le monde est collé en pain. Là. Ouais. Manitoba sont les seuls de confirmer qui font les séries, peu importe ce qui arrive dans les 2 prochains matchs. Le plus bas qu'ils peuvent terminer, c'est 3e à cause des bris d'égalité. Tu vois, Saskatchewan sont 3e. Selon s'ils gagnent leurs 2 derniers matchs, ils ont une possibilité de finir premier. Mais s'ils en perdent un des 2, ils ont possibilité de finir 6e. C'était écœurant. Selon lequel match ils gagnent à cause de. En tout cas. Dans le fond, ils devraient juste jouer les 2 dernières semaines, parce qu'il y a juste celle-là qui compte. Eux, c'est tout le temps fou d'une semaine à l'autre. York a encore la possibilité de faire les séries. Ça va être dur mathématiquement, mais c'est possible. S'ils gagnent leur match, dépendamment des autres résultats, ils ont possibilité de terminer sur la dernière place qui donne accès aux séries. Let's go les Lions. On va voir ça. Serait malade mental. Ça serait très drôle. Tu serais fier en temps. Ouais. Contre pour aller se faire whipper par le deuxième. McMaster, c'est possible. Là. C'est possible d'aller chercher une victoire contre eux. C'est un bon adversaire pour terminer le match. C'est eux autres qu'il faut qu'ils rattrapent parce qu'ils ont une victoire en haut. Ça leur donnerait le bris d'égalité. Ils viendraient y chercher. Et on n'a plus les McMaster qu'on avait. Hein? Le match le plus intéressant va être Windsor contre Western. Donc, ça va déterminer qui va finir 2e. Puis là, avec les autres matchs, il y a une possibilité que ça dégringole. Là. Si Western perd, il y a des possibilités qui peuvent descendre de 2 ou 3 rangs selon les autres matchs. Là. Parce qu'ils sont nombreux en Ontario. Hein? C'est ça que ça fait. Tu perds une position, il y a peut-être 3 équipes qui peuvent te passer. Tu vois, Guelph peut finir entre la 2 et la 6e place, dépendamment des derniers scénarios, parce qu'il ne joue pas cette semaine. Là. Hey, si t'es Laurier, tu mets-tu tes gros bonhommes ou tu mets tous tes high schoolers? Ils sont sûrs de finir premier, fait qu'ils ont la baille. Ils ont le bail, tu sais. Eux, ils ont le bail, peu importe ce qui arrive. Ils sont sûrs de gagner, c'est exact. Ils sont sûrs de finir premier, peu importe. Même s'ils perdent. Moi, là, je mets tous mes high schoolers. Parce que même si Western gagne, ils finissent avec la même fiche, mais vu qu'ils ont battu Western, c'est eux qui ont le tiebreaker. En même temps, Carleton, ils ont le couteau entre les dents. Là. Ça leur en prend un parce que s'ils n'habillent pas, là, tu t'accuses de tempering parce que. Non, ça va être comme un match pré-saison. Carleton pourrait rentrer dans les playoffs parce que tu habites l'équipe B. Ils vont jouer une demi-game puis ils vont rentrer leur équipe B après. C'est match. Ils prendront pas de chance avec leur QB. Ils vont essayer de prendre une avance rapidement. C'est ça, exact. Dans l'Atlantique, BU rembarque en BU sont sûrs de terminer premier. Il leur reste 2 matchs. Puis dans l'Ouest, c'est le free-for-all. On verra bien où c'est que ça atterrit. Les 3 matchs vont être fous. Fait que... All right. Donc, ça nous amène... Ça reste que c'est intéressant, maudit, dans l'Ouest. Hein? Moi, c'est égal. Moi, je prends l'abonnement chaque année parce que je trouve que c'est la division la plus intéressante de haut en bas. Tu sais, c'est dur d'évaluer le Québec parce que Montréal et Laval sont tellement forts par rapport aux autres équipes, c'est qu'on n'est pas capable de... Puis l'Ouest, ils ont des gros bonhommes. Ils ont des lignes qui s'équivaut à nos lignes, moi, je trouve. Je sais, mais ce que je veux dire, c'est que notre classement canadien n'a jamais de sens. Là. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est difficile de bien catégoriser les Stingers, McGill puis Sherbrooke. Probablement qu'ils seraient dans le milieu de peloton facilement en Ontario, puis qui seraient compétitifs contre l'Ouest, parce que, comme je dis, Montréal et Laval est tellement fort que ça vient un peu aliéner les perceptions. Mais l'Ouest, c'est intéressant parce qu'ils sont essentiellement, je dis, c'est sûr que toujours une équipe plus forte que les autres, les grosses années des Dinos, les UBC des 2 dernières années, mais essentiellement, tout le monde peut battre tout le monde. Ça rend que à toutes les semaines, il y a de quoi d'intéressant, contrairement à nous autres. Il y a eu des upsets à toutes les semaines. Là. C'est ça. C'est comme l'Alberta était vu en début de saison comme pour terminer premier, et puis là, ils se battent de loin, en série. Là. Fait que... au Québec, McGill s'en va à Québec. C'est le match à TVA dimanche. C'est le match télédiffusé dimanche, encore contre la NFL. Go figure. Laval aime ça jouer le dimanche. Ça lui prend une game à Laval. Des idiots, c'est sûr, je te dis. Mais tu sais, moi, que Laval décide de jouer leur game le dimanche, ils remplissent leur stade, leur call. Regarde, c'est correct. Le monde de Québec veut aller au Rouge et Or, fine. Mais pour le reste de la province, là. Mais c'est correct parce que là, tu t'assures que les deux matchs, tu as de la diffusion, là. Parce qu'à Concordia, tu as tout le temps de la diffusion web.
Moi, je Ouais, déteste mais pas ça, là. étant TVA Sport, je pense pas que ça pèse dans la balance. Puis, non, Non. puis... Non, mais... Non, mais eux, c'est en fonction de la disponibilité des crews et tout ça aussi. Là. Peut-être. Là, attention, le match de samedi contre le Concordia est à 1 heure et non 2 heures. Oui. Ne vous faites pas prendre. Pas de Disponible TV, sur on le fait une site web des Stingers gratuitement. Yes. Si vous n'allez donc, pas sur place. Ouais, donc on va en parler brièvement. Donc le Carabin qui s'amène avec une fiche. C'est leur dernier match de saison régulière. On s'amène donc avec une fiche de 6 victoires, 1 défaite dans ce 8e match. Les Stingers, de leur côté, il leur en reste 2. Eux, ils sont pas à la hauteur de leurs attentes. 2 et 4 après 6 matchs. Et surtout juste 2 touches aériens. Très difficile pour le carrière, très difficile pour l'attaque. Il n'y a pas grand-chose qui a fonctionné. Il y a peut-être Chembe qui fonctionne bien. Il n'est pas blessé, lui, d'ailleurs? Je ne sais pas, le dernier match. Moi, je pense qu'il est blessé. Pas clair il va peut-être revenu, là, mais je sais qu'il s'est blessé. Oui, il s'est blessé pendant la partie. On ne l'a pas revu. Ouais, mais ils ont une semaine de congé, donc... T'as raison. Mais tu sais, on dirait que l'attaque dépend vraiment de lui. Puis on l'a vu comment il a été. En fait, dépend des 2 porteurs, là, lui et Morgan. Je te crois, mais j'ai moins vu Morgan parce que je ne l'ai pas vu pendant notre date. Il était blessé. Il a juste joué 2 matchs cette année. Ben, c'est difficile pour les Stingers après une grosse année. Il a joué 2 matchs, mais il a quand même 150, quasiment 160 verges par la course. Là, ce qui est bon pour un porteur de ballon. Ouais. Ce qui est mais il y a difficile... encore leur fierté pour courir, ce qui est pas nécessairement notre force en défense. Là. Avec un carrière qui est capable de passer, mais là, ça, c'est un peu plus difficile. Est-ce qu'ils vont nous faire bien du trouble? Ben, tu sais que la dernière game, ils ont réussi à nous aplatir. Vous vous souvenez comment ils réussissaient? Et j'ai réécouté, tu sais, j'arrivais pas à comprendre comment leur jeu, leur grosse ligne réussissait à aplatir notre défensive. Puis bizarrement, tu avais, là, c'est pendant que Nicky était blessé, puis c'est la première game que l'essor a vraiment parti. Puis je ne mets pas la faute sur l'essor, là. Tu sais, il est rapide, il rentre, là, c'est une bombe, mais il rentrait directement dans le tas. Puis le porteur de ballon, c'est comme s'il y avait un trou. Exactement le même genre de trou que Jonathan avait cette semaine contre Laval. Contre Concordia, il faut courir. Ce qu'on n'a pas fait le dernier match contre eux. Ouais, mais toutes les équipes cette année ont réussi à courir contre eux, alors que nous, on a à peine essayé la dernière fois qu'on a joué contre eux. Mais, tu sais, on a un porteur de ballon. Nos porteurs de ballon, on n'a pas... Pour battre Concordia au sol, il faut des porteurs en puissance. OK? Puis c'est pas vraiment ce qu'on a. Mais c'est ça qui est passé. On passe dans le centre, puis un peu le roi, le numéro 2 là, de Laval. Ouais, mais là, Sherbrooke, quasiment 300 verges par la course contre eux autres. Oui, mais en plein centre, nous autres, on n'est pas capable de courir dans le centre. Notre porteur, Dembélé, est excellent, mais c'est un bon pour tourner le coin. Puis je suis désolé, là, mais nos 2 autres, là, Keta puis à l'affût, ben, ça marche pas. Ce que je te dis, ça marche pas. Et il va falloir qu'on trouve autre chose. Ces 2-là, ça marche. Il a porté 5 fois le ballon. C'est 5 fois de trop. C'est 5 fois de trop. Toi, si tu l'essayes pas, là, si tu ne l'essayes pas, là, non, mais ce que je veux dire, c'est que tu as raison pour courir. Tu peux pas évaluer un porteur de ballon sur 5 remises. Non, puis c'est un exercice d'équipe, là, tu sais. N'est pas Barry Sanders qui veut, là. Mais je sais bien. Mais j'ai l'impression que les autres, ils vont essayer. Si tu veux contrôler le chrono, il faut que tu puisses courir. Puis on s'est fait prendre les 2 derniers matchs à pas être capable de courir en fin de match parce qu'on n'a pas couru tout le long du match. T'as raison. Tu peux pas partir. Il faut que tu gardes le moteur chaud tout le long de la game. Là. Tu peux pas demander au porteur de ballon d'être frais dispo puis être dans la game si tu n'utilises pas de la game. C'est mon point de vue. Il va falloir que ça bouge un peu plus. Là, tu vois, là, on avait juste, contre Laval, on avait juste Dembélé, à l'affût Piqueta d'habiller. Il va falloir qu'on mette un peu plus. Peut-être on enlève un de ces 2-là pour mettre un autre de nos porteurs un peu plus gros qui pourrait peut-être non, ils vont probablement enlever un fullback puis rentrer un autre porteur de ballon. Là, contre Laval, les fullbacks étaient plus importants que les porteurs de ballon. Très, très, très important. Par contre, en défensive, je vous rappelle qu'on a perdu notre ami Montas, qui on verra absolument pas pour ce game-là et probablement pour le restant de l'année.
C'est l'épaule. Ouais, Ça fait c'est mal. ça. Ça fait mal. Ça a l'air d'avoir fait mal. Ce qui veut dire qu'eux autres, ils vont essayer de courir. C'est sûr qu'on enlève notre plus gros nose tackle. C'est sûr que leur plan, c'est hey, on va. Un Ben vétéran là, parmi les vétérans. ben là, tu sais, puis ils vont se dire, oh, leur gros, le meilleur, celui qui va être recruté, le meilleur probablement D-line de la Ben, moi, ligue. j'ai bien aimé Cissé quand il est rentré en remplacement de Montas. Moi, je te dis pas qu'il est pas bon, qu'on n'a pas de quoi Non. pour le remplacer. Je te Non, dis ils vont le juste que tester. Ils vont le tester. si moi j'étais Chapdelaine, c'est sûr que je teste la recrue. Là. Puis Ouais. ça va être intéressant parce que faudra voir, là, parce que normalement, là, c'est qui de je l'ai ici, là, normalement, c'est Montas puis Fortin. Ben, c'est ça. C'est Fortin puis Cizé qui sont déjà habillés. Ça veut dire qu'il faut remplacer Fontenard. Il faut mettre un autre gros. C'est qui l'autre gros qu'on met? Moi, je suis hâte de voir quel autre gros qu'il va mettre. Parce que. Est-ce qu'on va voir quelqu'un qu'on n'a pas vu de l'année? Ça serait le fun. Ça serait le fun parce qu'on en a des gros. On a du recrutement 2022 qui n'ont pas encore vu du terrain. Là, parce qu'on a tellement de profondeur et de vétérans sur la D-line. Parce que ça va être vraiment intéressant. J'ai vraiment l'impression qu'ils vont essayer de nous faire exactement le même coup parce que ça a très, 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 très bien marché. Très bien marché. Mais nous, ça va être notre jeu, ça va être de contrer ce bout-là puis de faire de la pression, une grosse pression sur Roy. Mais il faut gérer le cadran. Il faut donner le ballon le moins de temps possible à Olivier Roy. C'est tout. Je vais vous dire, moi, ce que j'aimerais voir, là, on parlait du 60 minutes. Mais je vais le dire différemment. Moi, c'est les swings de momentum. Ouais. Ce qu'on n'avait pas l'année passée, c'est qu'on avait une équipe qui était steady, qui était droite. La gestion d'émotion. La gestion d'émotion. Puis là, je remarque dernièrement des swings de momentum. Quand ça va bien, ça va bien. Quand ça va mal, ça va mal. Puis là, on a eu, par exemple, dans le dernier match contre Laval, des passes à vide où ça allait mal. C'est de contrôler ça, je pense, d'essayer de dire. On a eu ça contre McGill, on a eu ça contre Concordia, on a eu ça presque à toutes les semaines. Fait que moi, c'est ça que je surveille. Est-ce qu'on est capable d'être régulier, steady, confiant dans notre affaire ou est-ce qu'on est victime des émotions à gauche et à droite? Puis, tu parles d'émotion, mais historiquement, après une grosse game émotive contre Laval, on sort souvent flat, OK? Puis ça, il va falloir faire attention. Ça va être important de faire attention. Il faut absolument bâtir sur la victoire parce qu'il y a eu on en a parlé, l'attaque a été très, très bonne. Très, très, très bonne. Puis, il faudrait bâtir là-dessus, mais il faut aussi gérer les émotions. Des deux côtés, être capable de trouver un peu de jus après ce game-là. Et trouver le sweet spot entre l'indiscipline puis jouer à pleine émotion. T'sais. Exact. Ça n'a pas de sens comment, pour essentiellement les mêmes joueurs, avec essentiellement le même coaching staff, on avait l'équipe la plus disciplinée dans l'année passée qui répliquait à rien, qui en avait une arrogance de ne pas répliquer, à cette année à vouloir taper sa gueule de tout le monde et à pogner des pénalités insignifiantes. Il va falloir gérer ça, sinon on va se faire manger en série. Hey, je vais finir là-dessus. On disait que les Stingers étaient maganés. Le bourdon est peut-être à terre, mais fais attention si tu essaies de le prendre. Oh! Fait que moi, là, ils nous ont fait le coup, les Stingers, l'année passée. On pensait qu'ils n'étaient pas là. Ils sont venus nous battre chez nous. Moi, je me méfie d'eux autres. Je me méfie beaucoup parce qu'il y a du talent sur cette équipe-là puis il y a de la fierté. Puis ça n'a peut-être pas été de leur bord, mais si nous autres, on arrive flat, eux autres, ils vont probablement en profiter. Fait qu'il faut faire attention. Absolument. Ils vont vouloir faire un statement et ils jouent contre les Carabins sans aucun complexe. Complexe, c'est exactement ce que je cherchais. Ils savent qu'ils sont là. Fait que c'est pas une proie facile. On risque d'avoir une game. Hey, merci beaucoup d'avoir été là. Merci beaucoup de nous avoir regardés. C'était l'Écho des Montagnards. Merci encore une fois à SPG, la solution pour les associations, et à Molson Coors de nous encourager. Il est encore temps de devenir membre si vous aimez ou vous voulez supporter la cause. L'inscription est 40 $. Vous pouvez nous suivre sur nos différents médias sociaux, Facebook, Twitter, Trends et Instagram. Ou sinon notre chaîne YouTube que vous regardez peut-être présentement. Merci beaucoup d'avoir été là et bonne fin de semaine de football tout le monde.